Donc on va effectivement aborder ce sujet de la transition énergétique sous un angle un petit peu différent. La transition énergétique, il y a plusieurs manières de la voir, soit d'un point de vue normatif, on va respecter une loi, le législateur légifère dans ce sens. On n'est pas encore les meilleurs élèves au monde en France, mais on tend quand même à décarboner. On ne va pas assez vite, mais on va y arriver. Donc ça, c'est un premier volet. Soit c'est un volet volontariste. Le volet volontariste, on ne le voit pas souvent. On ne le voit pas souvent parce que c'est généralement de la conviction. Et la conviction écologique, je vais grossir le trait, mais on est plutôt radicaliste et on va faire caca dans des copeaux au fond du jardin. Bon, c'est une vision très inconfortable, voilà, mais c'est une vision. Soit on est écolo raisonné. Cette vision-là, dans le monde de l'entreprise et surtout dans les instances dirigeantes, on la trouve assez peu. Voilà. On la trouve assez peu parce qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché disponibles pour pouvoir les conseiller, ces gens-là, et les aider à amorcer la transition énergétique. Vous vous êtes présenté, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Clément Choteau, je suis le cofondateur d'Aros. J'expliquerai après ce qu'on fait. D'où je viens, qu'est-ce que je fais? J'ai un background technique, j'ai une licence d'électrotechnique, un master d'électrotechnique spécialisé dans les smart grids, les réseaux de distribution intelligents que j'ai fait en Norvège, et un master de management et administration des entreprises. J'ai travaillé dans des grands groupes du nucléaire et de l'énergie de manière globale, Areva, Framatome, Engie, et j'ai terminé au CODIR d'une filiale du groupe Engie, où j'ai évoqué des sujets de transition énergétique. Waouh. Ça a été très compliqué. Voilà. Et j'ai fondé Aros, donc un projet que j'avais en tête depuis un certain temps, avec cette idée d'accompagner les dirigeants, les comités d'entreprise, les COMEX, quelle que soit leur taille, TPE, PME, ETI, grands groupes, dans l'amorce de leur transition énergétique, et surtout pour les mettre face aux solutions et aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur entreprise. Voilà. Déjà, de quoi on parle? Alors, c'est bateau surtout dans le cadre de ce salon de reparler de ça, mais pourquoi on a besoin de faire ça déjà? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Réduire les gaz à effet de serre. Mais pourquoi? Pourquoi? Déjà, quels sont les gaz responsables du réchauffement climatique? Majeure partie CO2. CO2 libéré par des énergies très fortement carbonées, pétrole, gaz, etc. Mais aussi d'autres gaz qu'on utilise et qui sont liés à des activités bien déterminées, l'agriculture, les procédés industriels pour le protoxyde d'azote, on fait des engrais avec ça par exemple. Le méthane, ça a été un grand sujet et c'est un grand sujet de la transition énergétique. Est-ce qu'on arrive à le revaloriser? Est-ce qu'on n'arrive pas à le revaloriser? Dans tous les cas, quand il se retrouve dans la couche d'ozone, il n'est pas bon pour nous. Voilà. Enfin, il n'est pas bon pour l'effet de serre. Voilà. Et après, il y a plein d'autres gaz. Et notamment les électrotechniciens connaissent bien celui-là, le SF6, qui est très utile pour amorcer notre transition énergétique puisque c'est un très bon isolant. Mais malheureusement, il n'est pas très écolo-friendly. Voilà. J'ai remis dans la présentation toutes les sources à chaque fois des données que je présente, comme ça vous pourrez aller vérifier, je dis pas que des conneries. Émissions de CO2 par combustible dans le monde, ce qu'on voit surtout, c'est que cette transformation et cette accélération du réchauffement climatique, elle est liée à notre ère industrielle. Le fait de consommer plus, de produire toujours plus, tout le temps plus vite. Et on a un super pouvoir. Le super pouvoir, c'est l'extraction d'énergie facilement, transportable facilement, pétrole, gaz, et qui nous permettent de démultiplier notre force de travail, notre force d'action. Donc on va retrouver dans les fortement carbonés le charbon, qui nous a beaucoup aidé au début. Dans le Nord, on sait de quoi on parle. Les combustibles pétrole, les combustibles gaz naturels et les autres. Dans les autres, on va retrouver les dérivés. Voilà, essentiellement.
Qu'est-ce qui se passe ? Au plus on rejette de gaz à effet de serre, au plus on augmente l'effet de serre. L'effet de serre, c'est bien. L'effet de serre, c'est bien. C'est ce qui permet la vie sur Terre. L'effet de serre trop accentué, c'est pas bien, parce qu'il fait trop chaud. C'est comme une véranda en plein été. Mettez-vous en plein été dans une véranda, fermez la porte, vous verrez, on atteint vite des grosses températures. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer. Ça a de multiples compétences. À chaque fois, on se dit, oui, une élévation de 2 degrés en moyenne, c'est pas grand-chose, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ça a des conséquences énormes et dramatiques sur notre planète. Et beaucoup de dommages collatéraux. L'élévation de la température moyenne, ça provoque des vagues de chaleur. On parle de canicules. Ça a été un grand sujet en France à une époque. C'est toujours, et il va s'accentuer, la fréquence va augmenter. Perturbation des précipitations, sécheresse, eau, agriculture. Si on a des vagues de sécheresse, on ne peut plus alimenter nos champs. Si on ne peut plus alimenter nos champs, on ne peut plus se nourrir, etc., etc., etc. Les phénomènes climatiques extrêmes, je pense qu'on l'a bien vu. Les climato-sceptiques, aujourd'hui, ils ne peuvent pas me dire qu'il n'y a pas plus de cyclones qu'avant. Il y en a beaucoup plus. On a bien vu qu'on avait des phénomènes climatiques accentués. Enfin, il n'y a qu'un aveugle qui ne verrait pas. Enfin, je suis très provocateur, mais clairement, l'été dernier, on a encore eu très chaud, et cet été, potentiellement, on va avoir chaud. D'autres sujets qui sont pas évidents à aborder et sur lesquels, les phénomènes sur lesquels on est qu'aux prémices et qui vont s'accentuer, ce sont les migrations climatiques. Et ça va être dramatique. Les migrations climatiques, ça va être les zones saturées en humidité qui représentent toute la bande équateur à peu près. Si la température de ces zones dépasse celle du corps humain avec plus de 50% d'humidité, on n'arrive plus à évacuer la chaleur. Si le corps humain n'évacue plus la chaleur, on meurt. Point. Voilà. C'est aussi simple. On va avoir une vague d'immigration liée à des gens qui ne peuvent plus vivre sur leur continent. Pas pour des convictions religieuses, pas pour des guerres. Ça va être inédit dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous en capacité déjà d'accueillir ces gens-là, et ni si on ait la volonté de les accueillir. Je ne parle même pas de conviction, de racisme, rien. C'est juste la capacité à le faire et à les nourrir. Ça va être compliqué. Perturbation de la biodiversité, bien évidemment. Bon, voilà. Évolution des germes et pandémies. Oh, qu'est-ce qui est arrivé en 2020 ? Il y a des scénarios qui le prédisaient. Il y en a plein qui ont été pris pour des fous en parlant de pandémie mondiale. Bon, bah c'est arrivé. Spoiler alert, je ne prends pas trop de risques en disant que ça va encore arriver. Avec des variants ou une autre typologie de virus. Voilà. Et on ne pourra rien faire contre ça. Fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer. Bon, ça, je vous montrerai après. Il y a des trucs assez cocasses, même en France, sur ce type de sujet. Migration climatique, on en a parlé. Forcément, en bordure de mer, si le niveau monte, les gens ne peuvent plus vivre là. Et présence des GES, des gaz à effet de serre. Si vous augmentez le niveau de CO2 dans l'air, vous acidifiez les sols, vous ne pouvez plus cultiver vos terres parce qu'elles sont trop acides. Elles ont un rendement diminué. Voilà pourquoi il faut décarboner. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on va discuter après. Il y a un sujet. Bon, ça c'est une illustration, c'est assez cocasse. Donc ça c'est le nord de la France avec le scénario à plus de degrés. Aujourd'hui, on sait très bien que même si on stoppe nos émissions de gaz à effet de serre, on s'arrête comme au Covid. De toute façon, le scénario à plus de degrés, on est dedans. Donc on sera à plus de degrés en moyenne. Il y a toute une bande de terre qu'on a déjà gagnée sur la mer, qui est notamment à côté de Gravelines. Alors je viens du nucléaire, Gravelines, c'est un site que j'apprécie fondamentalement. Gravelines, ce sera inondé. Et on prévoit d'y faire un EPR qui va durer plus de 60 ans. Ça, c'est 2100. Je vous laisse faire le calcul. On est en 2023. Voilà, donc c'est pas une bonne idée. Mais bon, ça n'engage que moi. Les migrations climatiques, c'est ça. C'est toute cette bande-là. Bizarrement, ce sont les zones les plus densément peuplées. Quand on parle de l'Inde, aller accueillir le peuple indien en Europe centrale, c'est impossible, ça passe pas. Voilà. Quid de notre super pouvoir ? Malgré tout, si on se dit il n'y a pas de problème, on continue et on aura bien des solutions technologiques pour appréhender ce plus 2, plus 4, plus 5 degrés. Bon, ok, c'est bien. Mais notre super pouvoir, Mère Nature, sur des millions d'années, elle en a prévu une quantité. On a dépassé les pics d'extraction. De toute façon, le pétrole, il n'y en aura plus. On a beau en chercher de plus en plus sur tout ce qui est découvert, on est arrivé au pic de production.
Statistiquement, on l'a calculé, alors, je ne suis pas assez intelligent pour vous dire par quel calcul ça a été fait, mais c'est prouvé. Aujourd'hui, Total, Shell, etc., passent plus de temps, mettent plus d'investissement pour aller chercher du pétrole. Jusqu'à un moment où la balance sera inversée, c'est-à-dire que ça coûtera trop cher, on n'ira même plus exploiter. C'est ce qui est en train de se passer. Là, c'est deux scénarios. C'est soit on continue à notre croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, on consomme et à ce moment-là, on aura plus de pétrole plus vite, soit on est un peu raisonné, on décarbone et on aura un peu plus de pétrole un peu plus longtemps. 2100, bon, moi je le verrai certainement pas, mais nos enfants le verront un monde sans pétrole. Je sais pas si vous avez vu Mad Max, mais bon, si c'est ça qui arrive pour quelques litres de pétrole, ça va être un peu compliqué quand même. Enfin, je leur souhaite pas ça en tout cas. Évolution des prix. Alors c'est ça qui est très drôle, c'est que normalement, dans le monde, on est tous d'accord, ce qui est rare est cher. Pourquoi le pétrole, c'est pas plus cher ? On a bien vu, il y en a de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe ? De l'or, quand il n'y en a pas, ça coûte cher. Là. Aujourd'hui, le cours de l'or, c'est qui est une valeur de refuge, a augmenté. Et pourquoi pas le pétrole ? On suit des pics et des fluctuations, mais ces voyous, ils s'arrangent. Soit, comme ils contrôlent tous les gisements et qu'en plus ils sont tous aux mêmes réunions, soit ils augmentent, soit ils baissent leur exploitation indépendamment de la réserve encore disponible pour maîtriser le prix. Ce qui veut dire que finalement le phénomène de prix de rare et cher n'interviendra qu'à la fin. Que quand il y en aura vraiment plus. Ce qui veut dire que dissuader les gens par le prix, en fait, ça ne marchera pas pour le pétrole, en tout cas pour le carbone. Bon, on a eu un petit avant-goût fin d'année dernière. Le gaz, notamment avec la crise en Ukraine, qui a été largement amorti par l'AREN. J'en parlerai par rapport au parc nucléaire, etc. Mais je vais juste parler du prix de l'électricité par rapport à ça. Bon, le prix en France de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. C'est historique, c'est comme ça. Bon. C'est lié au programme nucléaire des années 70 en France. On a eu une variation en fin d'année dernière qui était liée forcément au prix du gaz, puisqu'on n'avait plus le pipe provenant de la Russie. On est un peu fâché avec eux en ce moment. Mais ça a été largement amorti par l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc vous avez des fournisseurs alternatifs grâce à l'Europe qui vous permettent d'acheter des prix de gros. Donc ça a été amorti. Il y a eu l'amortisseur pour les entreprises. Et puis pour vous, en tant que particulier, vous avez eu le plafonnement. Voilà. Donc le plafonnement vous a permis de ne pas être comme les Belges à payer 86 centimes votre kilowattheure. On est resté aux alentours des 17 centimes. Bon. Quid du plafonnement à fin d'année et quid de l'amortisseur pour les professionnels à la fin d'année. On ne sait pas encore trop ce que ça va être et puis je ne suis pas Madame Irma. Mais on a eu un autre phénomène. On nous a demandé de faire de la sobriété énergétique l'an dernier. Fin d'année dernière. Vous savez pourquoi ou pas? Non. EDF n'a aucun intérêt à pas vous vendre d'électricité, hein, on est d'accord, hein, c'est une entreprise. Hein. Donc au plus ils vous en vendent, au plus ils sont heureux. Mais là, ils n'ont pas pu vous fournir. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'être sobre. C'est parce qu'il y avait déjà un retard sur la maintenance lié au Covid, je sais de quoi je parle, et puis le problème de corrosion sous contrainte qui est intervenu sur les coûts de primaire. Bon, les centrales n'étaient pas disponibles pour produire suffisamment d'électricité pour les particuliers et les professionnels. Le prix a un peu augmenté, forcément. Voilà. Le prix fait du yo-yo. Sur un marché européen et en France, c'est à peu près régulé. En tant que particulier et en tant que professionnel, votre prix, de toute façon, d'acquisition de l'électricité ne fera qu'augmenter. Il ne va plus descendre. Ce qui est acquis est acquis. C'est comme ça. Donc si aujourd'hui déjà vous n'êtes pas compétitif avec cette ressource énergétique, réfléchissez à une source alternative pour vous en priver ou à produire vous-même. C'est une nécessité. De toute façon, ça ne baissera pas. Ça va faire qu'augmenter. De quelle manière et comment, je ne sais pas encore, mais l'avenir nous le dira. Donc les mesures populaires qui ont été, je le disais, prises en compte, c'est l'amortisseur électricité, TPE-PME, le guichet d'aide au paiement de facture gaz et électricité, c'est quand même atroce.
dans un pays à 85% nucléaire, donc fortement décarboné, leader dans cette technologie, donc les réacteurs REP, où on soit obligé quand même de mettre en place des guichets pour aller payer sa facture ou avoir un étalement, quoi. Enfin, sachant que c'est le particulier et le professionnel qui ont payé ces installations. Hein. Attention, hein. EDF, ils n'ont pas fait un crédit. Hein. Ils sont sucrés sur les impôts et le consommateur. Donc jusqu'à quand ? À la base, c'était jusque fin 2022, ça a été reconduit jusque fin 2023, mais qu'en sera-t-il en fin 2023 ? C'est une super mesure populaire, mais finalement, ça ne nous aide pas à aller plus vite sur la transition. Donc, on a vu le marché. Maintenant, on voit le cadre législatif. Comment le législateur vous incite à amorcer votre transition énergétique ? Trois grands textes. La COP, c'est pour la forme, hein. Je l'ai mis, mais on maintient l'augmentation en moyenne de température en dessous des 2 degrés. Bon, de toute façon, c'est facile, on y est déjà. Voilà. La COP, c'est pas une association où on vient prendre des décisions. C'est chaque pays arrive avec des décisions déjà prises, ils en parlent, ils les partagent, et puis ils se serrent la main, quoi. C'est ça. Les accords de Paris, les États-Unis sont sortis dedans de là, alors enfin, sous l'ère Trump, alors que c'était un super texte, mais ils ont privilégié leur économie comme beaucoup. L'Allemagne a dit qu'elle ne sortirait pas des moteurs thermiques finalement, puisqu'ils développent le biofuel. Bon, c'est des mesures symboliques, mais c'est pas eux. C'est plus l'État développeur, l'État souverain qui subventionne ces solutions, c'est fini. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce qu'il n'y a plus de sous. L'endettement avec le Covid mondial, il a explosé. Et puis à un moment donné, c'est aussi aux gens individuellement à se réveiller. Individuellement et collectivement, au sein de leur entreprise et de leur collectivité territoriale. Bon. Le décret tertiaire impose quand même quelque chose. Un texte qui met des jalons et des objectifs. Donc on a quand même un texte qui est là pour prévoir de sanctionner les gens s'ils ne respectent pas certaines exigences. Donc qui est concerné ? Toutes les surfaces tertiaires cumulées de plus de 1000 m². Clos couvert. Il y a des petites subtilités dans le texte, mais grosso modo c'est ça. Réduire leur consommation de 40, 50 et 60% d'ici à 2030, 2040, 2050, avec des prévisions de sanctions. Sur le panel de clients, et on a fait l'expérience, hein, on a rencontré des gens sur notre stand, des gens qui rentrent dans le cadre du décret tertiaire, ils ne savent même pas que ça existe. Ils savent même pas que ça existe. Alors, l'ADEME fait un super boulot parce que c'est elle qui gère la plateforme Opéra, mais ils n'ont pas assez communiqué dessus. Et surtout, ils ne sanctionnent pas assez sur le sujet. Ils ne sanctionnent pas assez parce qu'ils n'en ont pas les moyens pour l'instant. Ils n'ont pas assez de gens pour pouvoir contrôler. Et ils sont surtout seulement en train de comprendre ce qu'on est en train de leur envoyer comme données. Parce que soit on s'indexe sur des barèmes qui sont donnés par la plateforme Opéra, soit on fait son propre calcul, qui est normé, hein, je vous rassure. Mais ils sont seulement en train de comprendre le sujet, clairement. Bon. C'est bien ce texte, dans une démarche normative, c'est bien de l'avoir, ça va forcer un peu les gens, mais ça fera pas tout. On a le décret Bax, je l'ai pas mis, non, je l'ai pas mis. Je vais parler un peu de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui est sortie récemment. Tous ceux qui ont une zone artificialisée, des parkings de plus de 1500 m², sur lesquels on doit revégétaliser ou mettre de l'ombrière photovoltaïque. Là, la sanction, elle est bien dimensionnée. On est aux alentours des 18 000 € par place de parking, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça commence à mettre une barre assez haute et une imposition qui est cohérente. Par contre, est-ce qu'on va avoir les moyens de contrôler ? Je suis un peu plus sceptique sur le sujet. Dans le cadre des ENR, de la loi à accélération des énergies renouvelables, il y a les immeubles non résidentiels neufs ou lourdement rénovés.
l'obligation d'avoir au moins 30% de la couverture en solaire photovoltaïque. On ne parle pas de solaire thermique, on parle de photovoltaïque, et de 50% de couverture solaire d'ici 2027. Donc encore une fois, on étale pour inciter. De toute façon, ça n'a rien de dire aux gens vous devez faire 50% tout de suite, il n'y a pas assez d'acteurs sur le marché pour pouvoir répondre à la demande. Bon, déjà c'est réglé. Voilà. Et puis des peintures blanches à fort albédo. Pendant des années, on a fait des toitures bitumées noires. Le noir, ça capte les rayons du soleil. Faut tout repeindre en blanc ou changer le revêtement de toiture. Bon, voilà. Le principe d'équité. Alors, j'en parle. Alors, la santé, je sais plus ce que disait Coluche, mais il disait un truc très drôle. Il vaut mieux être beau, riche, en bonne santé que malade, machin, voilà. Mais on est dedans. Mais sauf que là, on est tous concernés. On n'est pas tous concernés à la même sauce, mais en tout cas, c'est les mêmes choses qui vont nous arriver. Le climat, notre planète, c'est ça l'objectif. C'est que de toute façon, si on fait rien, on va être dans un truc qui va être invivable. Et un truc qui va être invivable, pas à l'échelle de 5 générations, à l'échelle de 2 générations. Vu la durée de vie moyenne d'un humain a un peu diminué ces derniers temps, mais malgré tout, j'espère qu'on vivra vieux, mais on commence déjà à le voir, ça s'accélère. On va le voir franchement et on va vraiment avoir des problèmes comment dire, des problèmes à se fournir en aliments sains, à se fournir en énergie. La précarité énergétique, c'est un sujet qui a enfin été reconnu, qui commence à être sur lequel on est sensibilisé, mais qui existe réellement. Il y en aura de plus en plus. Je ne sais pas si vous regardez un peu les sujets en Angleterre. En Angleterre, les mauvais payeurs de British Energy, donc EDF Energy, c'est français, on les a rachetés. Tous ceux qui ont des retards de paiement, on leur installe un compteur avec une clé USB. Et ils vont recharger de l'électricité pour se chauffer. On en est là. On en est là. Donc la précarité énergétique est un réel sujet. Pouvoir de contrôle du législateur, amende, audit énergétique, il manque un T, obligatoire. Ben oui, principe d'équité, on est a priori tous logés à la même enseigne, il faut aussi traiter les gens de la même manière. Définir des barèmes communs pour pouvoir traiter les sujets de la même manière. Bon, les textes, je vous l'ai dit, arrivent, ils sont bien, ils ne sont pas suffisants. Résilience face à la montée des prix. On est tous d'accord qu'aller au Auchan ou Leclerc, ça nous coûte un bras maintenant. Ça va faire qu'augmenter. Encore une fois. Et deux facteurs. Hein. Il y a déjà ce qu'on achète, il y en a de moins en moins, donc c'est plus compliqué de l'avoir, donc forcément ce qui ira cher. Puis deuxièmement, l'euro vaut plus rien. L'euro commence à ne plus valoir rien. Voilà. On n'ira pas dans le détail économique de pourquoi, comment et l'endettement. Enfin, si vous voulez, on verra après la séance. Disponibilité des matières. Alors, ça, je vous encourage à le faire. Quand je parle de transition énergétique le plus rapidement possible, on a la Chine qui inonde de tous les modules photovoltaïques. 95% ils viennent de Chine. Alors, on a une partie des cellules qui est faite en Scandinavie, puis après ça repart en Chine, ils viennent cadrer, mettre le verre, le thé de lard, les cellules, enfin bref, les arrangements, le cadre aluminium, etc. Mais peu importe, c'est eux qui le font. Alors il y a des projets à Fos-sur-Mer de fabrication de modules PV, ce qui serait très bien, mais ils sont un peu chers. Bon, bref. Mais juste pour évoquer que les Chinois, aujourd'hui, ils ont une énergie fortement carbonée. Ils ont un beau parc nucléaire, mais surtout un gros parc charbon. Eux, ils vont devoir faire leur transition énergétique aussi. Vous croyez quoi quand ils inondent 95% du marché chinois en modules photovoltaïques et qu'ils en auront besoin pour eux parce que ça sera subventionné? Vous croyez qu'ils les vendront encore? Non. Ils privilégieront leur pays. Comme n'importe quel pays, parce que on rentrera dans une espèce enfin, on le voit déjà sur la transition énergétique, la France est un peu à la marge de l'Europe. Notre grand copain allemand, avec qui on a fait énormément de projets, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. On voit bien qu'on n'a plus trop la même vision. Hein. Voilà. Donc, si vous devez mettre des modules photovoltaïques, profitez de le faire maintenant, ça coûte pas trop cher. C'est un bilan carbone à peu près acceptable, amortissable en tout cas.
Et on en a encore. Et puis il y a un autre sujet, décroissance des gisements de métaux. Ça, c'est encore un autre problème. Il n'y a plus de pétrole, mais il y aura aussi plus de métaux. On a atteint les pics de production de cuivre, d'admium, cadmium, etc. On recycle ces métaux, on arrive à les revaloriser, mais il en faut pour notre transition énergétique, pour ces équipements d'automatique, etc. Et il y en a de moins en moins, où c'est de plus en plus difficile à acquérir. Bon, voilà. Disponibilité des entreprises sachantes. Des entreprises sachantes sur la transition énergétique des patrimoines et des processus, vous voyez bien qu'il n'y en a pas des masses sur le marché. Il n'y en a pas des masses parce que c'est un sujet nouveau, en tout cas c'est une conscience nouvelle dans le monde, donc il y a assez peu de gens formés sur le sujet. Et allez demander la disponibilité à des confrères qui font du photovoltaïque pour une installation d'ombrière de 370 kW. Ils vont vous répondre octobre de l'année prochaine. Waouh! C'est un peu long, hein. Et ce phénomène va encore s'accentuer. Valorisation des transmissions. Alors ça, c'est un thème qui n'est pas encore trop abordé par les experts comptables. On a tout un tas de transmissions d'entreprises qui est en train de se faire. Donc là c'est plutôt à destination des dirigeants, ce spot. C'est... on a le papy boom, ils se séparent de l'entreprise, c'est des gens comme moi qui les rachètent. Hein, des gens de mon âge, c'est ça que je veux dire. On valorise une entreprise par rapport à sa capacité à générer du cash. Bon, ok. On génère du cash grâce à l'outil de production, on le développe, etc. On vend. Mais tout ça, là, en fait, pour l'instant, c'est pas pris en compte dans les valorisations. Et le décret tertiaire, il vous impose à une première échéance qui est en 2030. Si vous n'avez pas prévu l'investissement d'1 demi-million d'euros, alors que généralement, quand on rachète une entreprise, on contracte une dette à 7 ans, et que votre ROI, il est plutôt à 12 ans, et qu'on va vous prêter généralement à 10 ans, en fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et ça, les experts comptables, pour l'instant, se gardent bien de le dire, mais ça va être une réelle difficulté. Voilà. Donc j'aime bien cette illustration. C'est bon, maintenant que je vous ai bien plombé, je vous ai un peu plombé le moral. Je prends cette illustration. C'est peu importe le chemin que vous prenez, peu importe le temps que vous mettrez, ce qui importe, c'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est décarboner. Donc de toute façon, tôt ou tard, vous allez devoir le faire. Tôt ou tard, vous allez le faire. Donc faites-le le plus tôt possible. Je vais quand même parler un peu de ce qu'on fait. Chez Aros, on vous aide à amorcer votre transition énergétique. Donc en 4 étapes. Première étape, diagnostic à 360 degrés de vos activités et votre patrimoine. Bien souvent, sur le bilan carbone, ce qu'on voit, c'est que le patrimoine, en termes de consommation, c'est 20%, 10%, enfin généralement, sur à peu près tous les business models. Bon, ça veut dire que tout le reste, c'est l'activité. Donc c'est elle qu'il faut aller décarboner. Donc c'est un sujet sur lequel il n'y a pas forcément sur étagère des solutions, c'est toujours des solutions à façon, et c'est ce qu'on propose de faire, de s'immiscer dans votre processus, de s'immiscer dans votre produit pour comprendre comment il est fabriqué, comment vous faites votre service, c'est un service ou un produit, c'est différent, pour essayer de le décarboner. Si vous êtes transporteur routier, on ne peut rien faire pour vous. Je suis désolé, là la techno elle n'est pas disponible, pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais les autres on peut regarder. Sur le patrimoine on fait du classique, on fait du relamping, du chauffage froid ventilation, du froid industriel, des processus spécialisés et bien sûr l'asservissement et monitoring et forcément le photovoltaïque. Le photovoltaïque on n'est pas intégrateur, on est BET spécialisé dans le dimensionnement. On fait de l'étude et de la contre-étude et du programme de test et tout ce que fait un bureau d'études classique, assistance à maîtrise d'ouvrage, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, études détaillées, etc., etc., etc. Et on vous aide dans le cadre de l'ISO 50001. Alors l'ISO 50001, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, c'est une manière d'être certifié et bien dire qu'on fait de l'énergie management à la maille du patrimoine et à la maille de vos produits. Voilà. Une fois qu'on a dimensionné ces solutions, une fois qu'on sait où on va, on a défini notre trajectoire énergétique, l'étape d'après, c'est comment on finance. Souvent, ces solutions, malheureusement, et je le disais avant, c'est que c'est synonyme de fort endettement, de perte de cash,
et parfois de perte de production. Bon, il y a quand même des solutions. Soit en finance, effectivement cash, bon, il y a des clients qui le veulent, hein, ils ont la disponibilité, autant s'en servir. Vu le coût de l'argent, aujourd'hui on a un coût de l'argent à 5-6 points. La rentabilité d'une centrale photovoltaïque, pour les meilleurs, on peut être aux alentours de 13 points, ça vaut encore le coup d'emprunter. Mais c'est mieux d'aller utiliser son cash, sachant que l'inflation est à peu près à 5 points sur 12 mois glissants. Donc autant l'utiliser à quelque chose qui rapporte tout de suite, plutôt que de le laisser non placé à la banque. Voilà. La dette verte, dette classique. La dette verte, BPI France, alors ils ne sont pas ici, mais ils font de la dette verte sous certaines conditions. La Caisse des dépôts vous propose de la dette intéressante dans le cadre de certains projets. Le PPA, j'en parle pas. Le certificat d'économie d'énergie, on est dans la 3e tranche de ce programme. Il y a encore des choses à faire. Il y a des sujets qui sont encore sponsorisés sur le certificat d'économie d'énergie. C'est généralement des choses que même votre électricien peut vous proposer. Il sait le valoriser assez facilement. Voilà. Et le sponsoring ADEME. L'ADEME propose de financer des projets innovants ou non conventionnels. Des projets qui ne sont pas sur étagère. Voilà, des moutons à 5 pattes. Donc c'est toujours un peu intéressant de faire appel à un bon BET qui sait gérer les moutons à 5 pattes et qui va aller chercher les bons interlocuteurs côté ADEME. Et puis après, une fois qu'on a tout terminé, il faut mettre en exploitation. On a ce qu'on veut faire, on a la feuille de route, on a les crédits. On lance. On exploite, on mesure, on corrige l'efficacité. ISO 50001, cycle PDCA. On mesure en permanence ce qu'on fait pour vérifier que c'est bien efficace. Voilà. Alors les objectifs, le premier c'est sauvegarder la planète. Voilà. Avantage concurrentiel, et je pense que c'est ce que vous attendiez tous sur cette présentation, toutes et tous, c'est réduire sa dépendance au réseau électrique et de manière générale réduire sa dépendance aux énergies. Si vous réduisez cette dépendance, vous vous immunisez contre les fluctuations de marché. C'est con, mais c'est comme ça. Si vous ne consommez pas, si vous n'êtes pas dépendant d'une énergie, mécaniquement, vous n'en subissez pas les conséquences. Ou en tout cas, vous avez des conséquences limitées sur votre produit et votre activité. Voilà. Donc ça, c'est un premier facteur de différenciation. Deuxième, alors oui, il y a aussi l'îlotage possible. Alors, fin d'année dernière, on a beaucoup parlé de blackout. J'expliquais, on parlait de sobriété énergétique, EDF ne savait pas vous vendre l'électricité, etc. etc. On parle de plus en plus d'îlotage. On a des exemples clients où perdre de la production, c'est pas acceptable. Il faut forcément qu'on ait une source d'énergie, en pharmaceutique par exemple. On ne peut pas se permettre de perdre les groupes froids, on ne peut pas se permettre de perdre la stérilisation. Il faut faire de l'îlotage. On faisait de l'îlotage fortement carboné avec des groupes diesel. On sait faire de l'îlotage un peu décarboné aujourd'hui avec des solutions un peu plus innovantes. Voilà. Réduire sa consommation et faire des économies. Alors celle-là, elle plaît souvent aux comptables ou aux contrôleurs de gestion. C'est-à-dire que quand on arrive avec une solution, ah ouais, ça coûte combien votre truc, 1 million ? Ah ok, qu'est-ce que j'y gagne ? Bon, ben voilà ce que tu gagnes, monsieur le client. Bon, ça généralement, ça fait mouche. Donc c'est bien présenter les choses. Nous, on le fait au sein du bureau d'études. Présenter de manière impartiale le ROI. Impartial, ça veut dire qu'on n'y gagne rien. On n'est pas installateur. On vous présente la réalité des investissements. Et ça, généralement, celui qui a la sensibilité économique, il apprécie parce qu'il a une vision à peu près juste de ce dans quoi il investit. Ça, c'est s'assurer une stabilité sur le tarif d'achat du kilowattheure. Si on fait que du réseau, encore une fois, on est dépendant du prix de marché de l'électricité. Si on a une source tierce qu'on maîtrise, on l'a achetée, on l'a acquise, même si elle était acquise avec de la dette, on sait combien elle va nous coûter sur 20, 25, 30 ans, on sait déterminer un prix au kilowattheure. Donc on sait à combien on achètera notre propre électricité sur 20, 25, 30 ans. C'est quand même un sacré confort. Allez voir n'importe quel chef d'entreprise vous dira j'aimerais bien savoir sur 25 ans combien j'achète ma matière première. Ça n'existe pas. On sait le faire. Ça n'existe pas normalement. Voilà.
Se conformer aux objectifs réglementaires, bah, bien évidemment. C'est qu'à un moment donné, faut bien respecter la règle. Le législateur, encore une fois, il n'a pas les moyens de contrôle aujourd'hui. Quand il aura compris réellement tout son intérêt et le potentiel économique du sujet, c'est-à-dire comprendre combien il pourra gagner en mettant des agents pour contrôler, il le fera. Il le fera. La mort et les impôts, hein, on y passera tous. Donc voilà, c'était ma présentation sur ce sujet. On est présent au stand de C15 à Ross et on peut vous présenter nos solutions de décarbonation de votre patrimoine et de votre processus.